Press In. Le décryptage de l'actualité vu par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Press In, émission fait maison. Ici, il n'y a pas d'invités, il n'y a pas de journalistes, nous sommes tous analystes politiques, économiques et consorts. Nous analysons les actualités parce que beaucoup de gens m'ont posé la question. Votre émission est très floue, qui est journaliste et qui est invité? Pas d'invités, pas de journalistes, émission fait maison, discussion entre les enfants de la même famille. Kandi Kissalou, bonjour. Bonjour Gilbert Ngoga. Gédéon Atibou, bonjour. Bonjour à toi Socrate, bonjour à Madame Kandi Kissalou, bonjour à tous nos aimables auditeurs et bonjour à la partie technique qui est en train de nous assurer un très bon travail ce matin. Voilà, Jonathan et Franck Maya, nous vous saluons. Bon retour sur ces plateaux à Gédéon Atibou après un temps de convalescence. Fidèle au poste, hein, fidèle au poste. Plus de peur que de mal. Voilà. Alors aujourd'hui, l'actualité, c'est les bilans du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Il a fait déjà 4 ans au pouvoir, ça c'est la 5e année. C'est la dernière année de son premier quinquennat à la tête de la République démocratique du Congo. C'est quoi son bilan? Est-ce qu'il est positif ou négatif? Deuxième question à débattre sur ces plateaux serait celle de savoir: est-ce que sur base du bilan qui sera détaillé ici sur ce plateau, le chef de l'État peut remplir un nouveau mandat en 2023? Et le troisième tour de table sera consacré à la question de savoir qu'est-ce que le chef de l'État doit améliorer pour son prochain quinquennat, si seulement il sera réélu à l'élection présidentielle. Alors, nous commençons au premier tour de table avec la première question évoquée ici, le bilan de Tshisekedi. Alors, le bilan, je vais relever quelques points positif et ce qu'il faut améliorer ou ce qui n'a pas marché durant les 4 années passées à la tête de notre pays, la République démocratique du Congo. La première des choses, d'abord les points positifs que j'ai pu constater en tant que journaliste, c'est la gratuité de l'enseignement de base. Beaucoup d'élèves ont repris le chemin de l'école. L'école est devenue gratuite sous le chef de l'État, Félix Tshisekedi. C'est un acquis de l'alternance politique que nous avons connu en 2019. Deuxièmement, c'est le budget de 14 milliards de dollars voté par l'Assemblée nationale. C'est une première dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Nous n'avons jamais eu un budget de 14 milliards de dollars depuis l'indépendance jusqu'à maintenant. Et c'est sous les règnes de Tshisekedi que le budget a été revu à la hausse. Troisièmement, c'est la patrouille financière de IGF, Inspection Générale des Finances. En tout cas, vous le savez avec moi que cette institution attachée à la présidence de la République a mis mal les détourneurs et les corrupteurs. Certains d'entre eux ont été jetés à la prison, même si la suite n'était pas favorable. Au moins, l'État congolais a pu mobiliser les recettes qui nous ont permis d'ailleurs d'avoir ces budgets de 14 milliards à cause notamment du travail fait par IGF. Cinquième chose, c'est l'augmentation des salaires des agents et des fonctionnaires de l'État. Un agent qui touche 200 000 francs, sous Tshisekedi touche un peu plus que ça. Donc c'est un acquis, c'est un point positif. Alors quels sont les points négatifs sous les reins de Tshisekedi ou qu'est-ce qu'il peut améliorer? Premièrement, c'est l'instauration de la paix dans la partie est de la RDC. Depuis qu'il est au pouvoir, depuis 2019 jusqu'à maintenant, la guerre est toujours présente dans la partie est de la République démocratique du Congo. Tshisekedi n'a pas pu instaurer la paix dans cette partie du pays. Deuxièmement, c'est le manque de la cohésion nationale, notamment avec l'arrestation de certains opposants qui se déclarent candidats à l'élection présidentielle. Je prends le camp de Kabound, ancien chef du parti présidentiel. Je prends les poursuites judiciaires lancées contre l'ancien premier ministre Matata Ponyo et j'en passe et les meilleurs. Autre chose que le chef de l'État doit améliorer, c'est les désamours politiques. Il est évident que
En politique, les alliances se font et se défendent sur base des circonstances et que les ennemis d'aujourd'hui peuvent devenir amis de demain et vice-versa. Mais ce dicton trouve son sens sous Félix Tshisekedi. La RDC a battu les records dans les désamours politiques. Il y a notamment la séparation entre Kabila, l'ancien président, et le chef de l'État actuel Tshisekedi. Il y a aussi la rupture entre Moïse Katumbi, qui a d'ailleurs annoncé sa candidature à l'élection présidentielle, et le chef de l'État. Là, ce sont des quelques cas que je peux prendre, il y en a beaucoup. Et puis, autre chose, les derniers d'ailleurs, la dernière, voilà, c'est les promesses non tenues par le chef de l'État. Vous savez, Tshisekedi, une fois arrivé au pouvoir, a promis beaucoup de choses aux Congolais, et je peux pondérer à 20% la réalisation de toutes ces promesses faites et 80% des promesses non tenues. Voici, à mon avis, les bilans du chef de l'État Tshisekedi. Madame Kandi, on parle du bilan. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai, lorsqu'on parle du bilan, la plus grande erreur que beaucoup ou nombre d'observateurs ou d'analystes arrivent à commettre, c'est de donner les bilans, de parler du bilan de manière globale, de manière générale. Et quand on le fait de cette manière-là, on a tendance à être à côté de la plaque. Et si maintenant on parle du bilan, secteur par secteur, à la fin, on saura quand même se faire une idée nette et claire sur ce qu'a été exactement le bilan d'un chef de l'État et en fonction de cela, de ces éléments probants dont on dispose, qu'on peut juger le bilan d'un chef de l'État s'il a été négatif ou positif. Alors pour le cas du président Tshisekedi, je pense qu'on ne devrait pas aller secteur par secteur. S'il faut parler de son bilan, aller secteur par secteur, toute une éternité, hein. Ça prendra, non seulement ça prendra toute une éternité, mais il sera carrément négatif. Quand tu as parlé des points qui ont marché et des points qui n'ont pas marché. Oui, et je pense que c'est ce qu'on devrait faire. Si on doit aller secteur par secteur, pour à la fin, côté, on dira que ce bilan a été négatif. Un secteur clé, important. Bon, 14 milliards, hein. 14 milliards, c'est quelque chose. Depuis, c'est quelque chose qu'on ait 14 milliards dans dans la caisse du pays. Mais après, il faut qu'on ne sent pas les 14 milliards. C'est vrai qu'il y a eu 14 milliards, mais dans le quotidien du Congolais, dans la population, dans la vie de chaque jour, on n'a pas senti 14 milliards dans la caisse du pays. 14 milliards, oui, mais qui font quoi? Le paradoxe, c'est que plus on mobilise autant de recettes, plus les institutions s'étaillent la part du lion. C'est là le plus grand paradoxe. Bon, par exemple, et je te l'accorde et tu as bien raison. Donc, je disais que 14 milliards, c'est vrai que c'était un point positif. On ne va pas le nier parce que c'est une première. Mais après, on n'a pas senti les 14 milliards. Je ne sens pas les 14 milliards qui se trouvent dans la caisse de l'État. On va prendre la gratuité de l'enseignement. La gratuité de l'enseignement, effectivement, a permis à ce que plusieurs enfants qui n'avaient peut-être jamais eu cette occasion, cette opportunité d'aller à l'école, aujourd'hui, ont quand même pu étudier, ne serait-ce qu'un moment. C'est un point positif, mais le côté négatif de la gratuité de l'enseignement, c'est que la qualité de l'enseignement a sensiblement baissé, on va le dire comme ça. Les écoles ont connu des grèves, certains élèves n'ont pas connu un rythme normal d'apprentissage. Tantôt, ils étaient à l'école, après, ils avaient 1 mois, 2 mois de grève, après, ils reprenaient, jusqu'à ce que certains parents dans certaines écoles aient pris la décision eux-mêmes d'essayer de contribuer chaque mois $20 pour chaque élève pour pouvoir essayer de gonfler le salaire, l'enveloppe des enseignants. Donc, c'est un progrès, mais avec en même temps beaucoup d'aléas, beaucoup de faiblesses qu'il faudra, si jamais il se faisait que le président soit réélu en 2023, qu'on essaye de voir un peu plus avec beaucoup de délicatesse cette situation pour essayer de l'améliorer. Alors, c'est ton tour. Attends, c'est pas fini? C'est pas fini, on dirait qu'il y a autre chose. Allez-y.
tu as cité beaucoup de choses à la fois. Tu avais dit quoi encore, en dehors de la gratuité et le budget? Je parlais aussi de l'amélioration des conditions de vie des fonctionnaires de l'État. Par exemple, ça aussi, il faut le dire. Je salaires. Me rappelle qu'à l'époque, j'ai eu à faire une émission avec Jean-René Lobo, où on avait reçu un ancien fonctionnaire de l'État qui à l'époque était payé avec comme salaire $150, mais au taux de 96 000 francs. Pendant que dans cette période-là, déjà, le dollar était à plus de 150 000 francs. Mais eux, ils étaient payés à 96 000 francs, le taux à 96 000 francs, pendant que le taux normal était déjà à plus de 150 000 francs. Aujourd'hui, ces choses-là ont été corrigées. Aujourd'hui, le salaire a quand même été amélioré. Je vais aussi le dire, beaucoup de gens qui sont fonctionnaires, qui n'étaient pas mécanisés, l'ont été aujourd'hui reconnus et tout, et puis payés aussi. C'est quelques petites avancées qu'on peut quand même citer dans le mandat du chef de l'État. Il y a aussi la comment on dit ça? C'est pas le mot français. Description politique. Voilà. Description politique. Il y a un climat un peu approprié que tu sais qu'il est un peu instauré avec les retours de Katumbi qui était un exilé politique. C'est sûr que il faut le dire. Katumbi est rentré au pays et puis il a obtenu même un passeport exactement. diplomatique. À l'époque de Kabila, c'était quand même très serré, très corsé. Donc, les gens se limitaient quand même. Oui, il va dire non. Après, il peut dire tout ce qu'il veut. Il peut condamner, il peut juger, mais il va quand même être reconnaissant. Il a pu revenir sur le sol congolais grâce à... également a été libéré. Il y a quand même eu des choses positives. Beaucoup d'années à la prison de Makala. Également, comment il s'appelle Bon, ça viendra. Je pense sur ce point-là, vous avez parlé de la question de la description politique qui a été rendue possible par l'arrivée au pouvoir plus de ou moins. Moi, je ne vois pas les choses de cette façon-là. Plutôt, moi, je vois entre les lignes autre chose. Et je me dis aujourd'hui, s'il faut parler du bilan ou encore du secteur qui n'a pas marché au cours de ces 4 dernières années, on parlera on parlera en tout cas on parlera en tout cas avec fracas de cette cohésion nationale qui est quasi inexistante au pays. Je crois que lorsque vous parlez de la description politique, en même temps nous reconnaissons en même temps que la cohésion nationale est en branle. Je crois que ça c'est dit une chose et en même temps son contraire. Aujourd'hui, le fait est là, nous devons reconnaître, ou les faits sont là et nous devons le reconnaître que le pouvoir a mis à l'épreuve, à dure épreuve cette cohésion nationale. Et si par le passé ou bien lors de ce premier mois, lors de sa prise de pouvoir, les chefs de l'État avaient reçu, recréé ou encore a ouvert le champ politique, c'était bien sûr pour ses intérêts. Vous voyez, jusqu'en politique, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de beauté, qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, que vous soyez je ne sais qui, en politique, c'est les intérêts qui comptent. Et à ces temps-là, tu sais qu'il y avait bel et bien besoin de tous ces cadres-là qui ont eu des problèmes, et plus ce sont des gens qui étaient en conflit, qui ont eu des problèmes avec le régime précédent, et lui s'est appuyé sur ces gens-là, ou encore en d'autres termes, il s'est arc-bouté sur ces individus-là pour pouvoir, afin que ces derniers lui prêtent main forte. Mais aux yeux maintenant de plusieurs observateurs, le chef de l'État n'a pas réussi à tirer à son épingle du jeu au cours de ces quatre dernières années. Il n'a pas réussi à... Il n'a pas réussi à tirer son épingle du jeu au cours de ces 4 dernières années. Et ça, c'est de manière d'abord générale. Sinon, on ne dira pas aussi que tout a été noir, que tout a été une catastrophe, tout a été une calamité, tout a été Covid-19, que tout a été, je ne sais pas, malaria 14 ou 15. Et il y a eu quand même des secteurs clés, des secteurs importants qui ont quand même pu fonctionner, même pas tant soit peu, même pas avec
même pas avec ces mêmes degrés de vitesse qu'on aimerait que le show fonctionne. Je parlerai par exemple de la diplomatie que le chef de l'État a reçu à remettre sur les rails. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, prend le pouvoir, un certain à titre historique. Il prend le pouvoir, et j'aime bien, et je suis sur les traces de mon frère Gilbert Ngonga. Il prend le pouvoir un certain 24 janvier 2019 au soir. C'était un jeudi, hein? Un certain jeudi, à l'issue d'une cérémonie, à l'issue de prestation de serment. C'est le premier chef de l'État qui accède au pouvoir dans ces conditions-là. Et donc aujourd'hui, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est entré dans l'histoire de ces pays et il va encore l'être avec les élections qui tendent à l'horizon, s'il doit encore, si c'est Massi, il arrivait à les remporter. Parce qu'il est le premier chef de l'État qui arrive au pouvoir par la voie des urnes, par la voie démocratique, contrairement à tous les autres, contrairement à ses prédécesseurs, hormis Joseph Kasavubu peut-être, lui c'est le seul qui est arrivé au pouvoir par la voie des urnes. Alors même Joseph Kabila est arrivé au pouvoir par la voie des urnes. D'abord par la voie militaire. Succession, oui, après succession, en 2006, avec 2011. l'entrée de l'AFDEL. Bon, il y a la succession qui pèse déjà sur la voie des urnes. C'est pas le même contexte. C'est pas le même contexte qu'à Kasima. Alors, il prend le pouvoir le 24 janvier 2019 et dès qu'il prend le pouvoir, le chef d'État va activer ces secteurs. Des secteurs qui nous a été laissés quasiment mort par l'ancien régime, et il prend le bâton de commandement et il se place personnellement au devant de la scène en se pavanant comme un bourlingueur à la reconquête du monde extérieur. Et donc, il s'est affirmé comme ce bourlingueur-là, comme ce voyageur qui voulait reprendre le chose à main, et ce travail-là a été quand même significatif, même si à un certain moment, je dois aussi le reconnaître qu'il lui a manqué quelques tacts. C'est vrai, la diplomatie a fonctionné et il a activé ce secteur de la diplomatie tout simplement pour nous, premièrement ou principalement, mettre hors d'état de nuire les rebelles qui sont en train de parsemer toute la partie orientale du pays. Il a activé ces volets-là, ou la diplomatie, pour permettre à la République démocratique du Congo de sortir du bourbier dans lequel il est resté près d'un demi-siècle. Et à la seule différence, tu sais j'ai dit, il lui a manqué quelques tacts, c'est que en faisant cette diplomatie, il l'a fait avec les ressources, avec le moyen qu'il avait sous sa coupe. Il ne pouvait pas faire autrement, c'est-à-dire qu'il a fait avec le moyen limité, il a fait avec le service qu'il avait sous sa main, et il est allé comme ça pour chercher à reconquérir la planète, ou encore à redonner à la RDC sa place de choix dans le concert des nations. Et dans cette ligne directrice, il a tendu même la main à Kagame pour ramener Kagame, pour arriver à résoudre, à faire taire les armes dans la sous-région des Grands Lacs par la voie civilisée. Et on attend par la voie civilisée, c'est par le pourparler. Mais seulement il a péché, parce qu'il a compris que l'une des plus grosses erreurs qu'il a eu à commettre sur son mandat. C'est vrai, on peut taire. Il a compris, il a bien résolu. Et ça, je lui jette des fleurs. Il a compris que on ne peut pas construire une Afrique forte ou encore une République démocratique forte avec un côté on a les gagnants et de l'autre côté on a le perdant. Et si vous avez les gagnants, vous avez le perdant. Le perdant, le jour où il deviendra fort, il risque de vous faire disparaître, de vous balayer. Ou encore le gagnant. Quand ils vont perdre le pédale, ils risquent aussi parfois de se perdre dans le mirage politique. Et il a compris cette donne politique très très importante, parce que pour lui, il fallait quand même faire taire les armes par la voie civilisée. Mais seulement, il n'a pas compté sur la détermination de Paul Kagame, parce que la diplomatie, c'est vrai, la diplomatie peut fonctionner, mais la diplomatie sans les armes, c'est comme la musique sans les instruments. Et c'est ce que le chef de l'État a fait, une musique sans les instruments, et vous voyez maintenant aujourd'hui à quel rythme le pays est en train d'évoluer et quelle est la danse qui est la nôtre actuellement. Ça, c'est quand même un point positif, le fait d'avoir ressuscité la diplomatie agissante, même si elle n'a pas marché avec à ces degrés-là qu'on souhaitait. Alors, le point où le secteur négatif
je dirais, il y a à boire et à manger à ces niveaux-là. Et le chef de l'État s'est cassé les dents, il s'est cassé les nez tout simplement. Et je comprends, il est arrivé au pouvoir dans ces conditions-là avec... il n'avait pas encore une trop forte maturité politique, il ne connaissait pas encore le rouage politique, il a fait avec le moyen qu'il avait à sa disposition, je l'ai dit tantôt, et c'est ce qui a même justifié le bilan moins satisfaisant, ou encore le bilan négatif, le bilan négatif et cette tendance et cette impression a tendance d'effacer tous les points qui ont quand même pu marcher au cours de ces quatre dernières années. Le chef de l'État a échoué d'abord avec la justice. Il a échoué avec la démarque de cohésion nationale. Nous sommes en train de le voir aujourd'hui. Et donc, tout le reste de bilan ou encore de secteur, c'est resté un peu évasif et tout simplement parce que il ne s'est pas divorcé. Il n'a pas mis fin avec les méthodes Mouboutia, les méthodes du régime Kabila. Tout ce que le chef de l'État a fait, c'est de changer les pions sans pour autant changer les systèmes. On garde le même système de jeu, mais on change tout simplement le pion, on change les têtes d'affiche et on reproduit le même système de jeu. Lorsque l'entraîneur qui est là comprend que voilà, j'ai besoin de marquer des buts, j'ai besoin de planter 3 buts, et que l'équipe adverse est forte, il faudrait non seulement changer le système de jeu, mais aussi faire entrer des hommes et des femmes qui sont quand même prêts à affronter le match et à vous accorder cette victoire-là. Donc, le système n'a pas été changé, on a juste changé le pion. C'est comme qui dirait, la musique a changé, mais la danse reste la même. La danse reste la même, tout à fait ça. Alors, puisqu'on n'a pas peint tout en noir, on reconnaît qu'il y a certains qui ont marché. Alors, la deuxième question est celle de savoir, est-ce que le chef de l'État peut-il rempiler un nouveau mandat en 2023 sur base du bilan évoqué tout à l'heure aussi? On commence par vous, Madame Kandi. Reprends ta question, s'il te plaît. Sur base du bilan de Tshisekedi, est-ce qu'il a la chance d'être réélu en 2023? Si nous devons tenir compte uniquement de son bilan, il n'a aucune chance. Pourquoi? Parce que on va dire que c'est 80% des attentes de la population vis-à-vis des dires du chef de l'État. On va dire que on n'a rien vu. Non. Il y a un écart entre le dire et les faire. Il y a un très grand écart, une fossé entre les dires et les faire. Ce qui fait que beaucoup de Congolais se sentent trahis, beaucoup de Congolais sont déçus. C'est vrai qu'il y a des enjeux, c'est vrai qu'il y a des raisons, c'est vrai qu'il y a les dessous de cartes qui ont pu faire qu'on se retrouve dans cette situation, mais après ça reste que ce que le président avait dit, ce que le président avait promis n'a pas pu le réaliser. Ça a été 5 ans de difficultés, 5 ans de faim, de famine, 5 ans de stress, 5 ans de chômage, 5 ans d'insécurité. Voilà, il y a quand même eu des points positifs on les a relevés tout à l'heure, mais ça reste quand même que c'est négatif. Donc, s'il faut compter sur le bilan du président de la République pour dire qu'il sera réélu en 2023, je pense que c'est pas possible. À moins qu'il y ait autre chose. Je sais pas si peut-être dans cette dernière année qu'il reste, il arriverait à faire quelque chose pour regagner le cœur de la population des Congolais. Je ne sais pas s'il arrivera à réaliser ne serait-ce qu'une promesse, la plus lourde peut-être de toutes celles qu'il a pu faire pour essayer de regagner la confiance du Congolais et pouvoir que ces derniers puissent le voter pour 2023. Mais en tout cas, au regard de tout ce qu'il y a eu ces 4 dernières années, je dirais que le président Félix Tshisekedi n'est pas présidentiable pour 2023. Voilà, ça n'engage que vous. Mais il est présidentiable,
Mais peut-être selon vous, il ne peut pas être réélu. N'est pas votable si on a dit ça comme ça. On va vérifier ce terme si ça existe. C'est un néologisme. Je suis en train de C'est une suivre. invention. Je suis en train de suivre Gédéon Atibou avec les gros mots, quoi. En ce qui me concerne, c'est vrai, il y a un écart entre le dire et les faits, un grand fossé qui s'est créé en tout cas. J'ai reconnu tout à l'heure qu'il y a des avancées significatives sous les règnes de Tshisekedi. Alors la question est de savoir si le chef de l'État, au regard du bilan détaillé tout à l'heure, s'il a la chance d'être réélu en 2023 en tant que président de la République. Moi, je réponds par oui. Oui, pourquoi? Je vous donne 3 éléments importants qui attestent que le chef de l'État peut être réélu en 2023. Il va remplir un nouveau mandat. Le premier élément, c'est le contrôle de la Cour constitutionnelle et de la CENI. Ce sont là 2 institutions importantes dans l'organisation des élections en République démocratique du Congo. Le chef de l'État a le contrôle de la CENI. Le chef de l'État, Tshisekedi, a aussi la même mise sur la Cour constitutionnelle. Or, nous savons que c'est la CENI qui publie les résultats provisoires des élections, de toutes les élections bien sûr, et c'est à la Cour constitutionnelle qu'on confirme les résultats publiés par la CENI. Les 2 institutions sont entre mains du chef de l'État Tshisekedi. Donc, il peut être réélu en 2023. Là, c'est le premier élément. C'est dangereux. Je n'aimerais pas que tu passes au deuxième élément. J'aimerais qu'on reste sur le premier élément d'abord. Vas-y. Comment est-ce que tu peux dire que ces 2 institutions, on va aller plus vite, comment tu peux dire que ces 2 institutions sont déjà un élément fort, des éléments forts pour permettre au président de la République de revenir en 2023? Parce que si ce fait que la population ne vote pas le président de la République. Je vais arriver. Ça veut dire que quoi? La CENI et la Constitution va changer les résultats et faire passer le président en avant, même si ce n'est pas lui qui a gagné. Mais là, c'est du déjà entendu. Ce n'est pas une nouveauté, madame. Ici, en Afrique, en tout cas, on sait que c'est lui qui organise les élections, c'est celui qui les gagne. C'est d'ailleurs le deuxième élément. C'est-à-dire que Tshisekedi, le gouvernement de Tshisekedi ne peut pas mettre des moyens à la CENI pour organiser les élections et à la fin être perdant. Donc, quand celui qui organise les élections en Afrique et particulièrement en République démocratique du Congo, c'est celui-là qui les gagne. Donc je me rejoins en disant que s'il faut partir du bilan, tu es d'accord avec moi, tu me rejoins dans ce cas. Si tu détailles ça de cette façon, tu me rejoins quand je dis que s'il faut partir du bilan du chef de l'État de manière générale, il ne sera pas réélu en 2023. Non, pas du tout. Moi, je vous donne les éléments qui aideront le chef de l'État d'être réélu en dehors du bilan, parce qu'il y aura des gens qui vont vraiment réellement les voter. Là, c'était le deuxième élément. Le troisième élément, c'est que le vote en Afrique, je parlerai principalement en République démocratique du Congo, le vote n'est pas idéologique, le vote est sociologique. Les Congolais ne votent pas les idées, ils votent les individus. Voyez, or Tshisekedi a le contrôle d'abord du grand Katanga, oui. Grand Kasaï. Kasaï, voilà, Grand Kasaï, c'est son fief électoral. Tshisekedi a le contrôle du Congo central. Tshisekedi a le contrôle du Grand Bandundu avec notamment Mbosso, le président de l'Assemblée nationale. Tshisekedi a le contrôle du Grand Katanga avec son premier ministre Sama Lokonde. Tshisekedi a le contrôle des 2 Kivu, le nord et le sud Kivu avec Kamere qui jusqu'à présent est encore membre de l'Union sacrée, mais aussi Modeste Bat qui les 2 ont un ancrage important dans le Kivu. Donc ces 3 éléments-là peuvent permettre à Tshisekedi de remplir en 2023. Tout à fait. Moi je dirais entre la volonté de servir son pays et l'envie de déboulonner les systèmes prédateurs de, entre guillemets, Kabila, Félix Tshisekedi a eu de sérieuses difficultés, a eu du fil à retordre à avancer sur ces sentiers-là. Et le successeur Joseph Kabila est actuellement en train quand même de se ressaisir. C'est le moins que l'on puisse retenir. Il est en train quand même de se ressaisir malgré ses ratés de son premier quinquennat. Il se ressaisit maintenant en procédant notamment à une purge
dans son cabinet restreint, tout comme dans le gouvernement, ce qui est quand même un véritable signe, un véritable message qu'il est en train de lancer. Voilà, si maintenant nous devons rester logiques avec nous-mêmes au regard du bilan, au regard de la demande et du besoin de l'offre politique dont a besoin actuellement le peuple congolais, je ne vois pas Tshisekedi encore en sortie gagnant en 2023. Mais on se rend compte que la logique est assassinée et étouffée tout simplement par la réalité politicienne même, je ne dirais même pas politique. Et il y a maintenant, s'il faut maintenant, parce que bon, il y a les réalités politiques qui étouffent cette logique, je parlerai de quelques indicateurs, sinon je prendrai 3, comme l'a fait Socrate, les indicateurs qui sont en train de plaider en sa faveur. Premièrement, c'est le point énuméré ou encore dont affirmation Socrate. En Afrique, il est difficile et voire impossible de voir un chef de l'État organiser des élections auxquelles il participe et puis voir le perdre. Il est très difficile. En tout cas, en termes de pourcentage, c'est 10%. De 90% de chances de réussir et 10% d'échec. Et le deuxième élément ou le deuxième indicateur, c'est la classe politique. Lorsque vous prenez cette classe politique, c'est la même classe politique qui nous a dirigés au cours de ces 20 dernières années, au cours de 50, au cours de ces 30 dernières années. Et quel a été le bilan de cette classe politique? Est-ce qu'il y a encore des politiciens, il y a encore des acteurs politiques qui peuvent prendre le sens de la mesure et proposer quelque chose de solide au peuple congolais pour que les Congolais leur fassent confiance? Moi, je ne vois pas ces politiciens-là parce que ce sont les mêmes qui reviennent, le même nom, les mêmes acteurs, avec la même idéologie, le même système qui reviennent et sollicitent maintenant nos voix pour que nous puissions le propulser à la magistrature suprême. Et le troisième élément qui est en train de plaider en faveur du chef de l'État, c'est la confiance dont il jouit jusqu'à présent de la communauté internationale. Tout à fait. Alors, le troisième tour de table, le dernier d'ailleurs, parce qu'il nous reste que 2 minutes, 30 secondes. La question était de savoir, donc tu vas ouvrir, qu'est-ce que le chef de l'État doit améliorer? Parce qu'il peut apprendre à ses erreurs. Et vous pensez que ça, on doit en parler en 30 secondes? Oui. Deux mots. Ouais, je vais être en tout cas le plus professionnel possible. C'est un échec de ce côté-là. Les systèmes, c'est les mêmes. Nous l'avons dit à l'entame de ces pressines. Et le véritable déboulonnage, ou le véritable verbe déboulonner dont il avait parlé lors de son arrivée au pouvoir, on attend le véritable déboulonnage en 2023. Il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Et cette phrase ou cet adage de la sagesse populaire est très très mal comprise. Ceci voudrait dire que non seulement vous avez besoin d'un bon chef pour le meilleur résultat, mais vous avez aussi besoin des hommes et des femmes efficaces aux valeurs cardinales pour vous accompagner. Alors, vous pouvez avoir un bon chef, mais vous n'avez pas de mauvaises troupes pour envoyer à la guerre, pour envoyer, je ne sais pas, pour faire pour expédier certaines affaires. Il vous sera quasiment impossible d'avoir quelque chose de considérable ou bien quelque chose qu'on peut se mettre sous la dent. Alors, un peu de mots, madame, avant que je finisse. 1. Oui. Faut chasser les Rwandais. Les éradiquer complètement. 2. Il faut faire partir la MONUSCO de l'Est du pays. 3. Rompre son alliance avec les États-Unis. 4. Faire alliance avec la Russie. Merci. Alors, j'ai fini. En ce qui me concerne, le chef de l'État doit seulement agir en tant que chef, parce que le chef ne se plaint pas, il agit. Au cours de ces 4 dernières années, le chef de l'État s'est plaigné beaucoup. Il n'était toujours pas informé de la situation du pays. Et puis, il s'est plaigné beaucoup. 2, il doit éviter de faire trop de promesses à la population, parce que la population a l'impression que le bilan est largement négatif, juste parce qu'elle a encaissé beaucoup de promesses, et beaucoup de ces promesses tenues par le chef de l'État ne sont pas réalisées jusqu'à présent. Bon, vaut mieux tard que jamais. Il a encore un an, il peut se ressaisir et puis réaliser un autre élément que je proposerai au chef de l'État, c'est de vouloir, c'est impératif, il doit recréer la confiance avec le peuple, puisque si le peuple adopte un dirigeant, ce dernier a toutes les chances de
répandre sa vision. Et en se rapprochant du peuple, vous pouvez bien sûr répandre votre vision et travailler pour l'intérêt du peuple. On se rapproche du peuple en faisant quoi? On ne se rapproche pas du peuple avec des discours, avec des promesses comme il le fait, mais on se rapproche du peuple en lui donnant, en lui proposant des solutions à impact visible qui vont faire... C'est d'ailleurs le slogan de UDPS, le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Mais le peuple a été oublié, nous avons l'impression. C'était le pouvoir d'abord, le ventre d'abord. Justement. Mais à le voir maintenant à l'œuvre, on a l'impression que le chef de l'État est en train de se préparer à l'idée d'un second mandat. Voilà. Et s'il met toutes ces analyses à contribution, il a la chance d'entrer dans l'histoire une fois de plus. Bon vent au chef de l'État. À demain. Presse In. Le décryptage de l'actualité vu par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité.